Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. En direct de la France, je rejoins tout de suite Stéphane Bureau pour notre discussion d'actualité politique américaine, mais internationale également. Salut Stéphane. Je suis à l'étranger, celui qui scrute l'horizon pour voir s'il n'y aurait pas quelques nouvelles qui pourraient se rendre jusqu'à nous. On a beaucoup parlé, malheureusement, dois-je le dire, de guerre depuis plusieurs semaines. C'est un peu le ton de l'actualité internationale. Il y a les guerres que l'on vit, puis il y a celles qu'on peut attendre peut-être aussi. Puis il y a celles qu'on oublie. Je dirais que celle qui se déroule en Ukraine, on en parlait un peu moins parce que l'actualité à Gaza, en Israël, semble l'avoir emporté. Et puis, je te dirais que c'est vrai ici aussi en France, où les médias ont consacré beaucoup plus d'intérêt à ce qui se passe à Gaza, ne serait-ce que parce que le mouvement de protestation, de manifestation, ici en France comme aux États-Unis et au Canada, j'ai vu que le campus de l'UQAM avait rejoint les rangs des universités où il y a des manifestants pro-palestiniens. Donc, peut-être ne serait-ce qu'en raison de ce qui se passe plus près de chez nous, on a davantage parlé de Gaza. Or, il y a quand même une guerre qui continue à se livrer en Ukraine et les choses sont pas nécessairement encourageantes du point de vue du gouvernement de M. Zelensky. C'est la deuxième ville du pays qui, à nouveau, est menacée. On parle de Kharkiv, qui est dans le nord. C'était vrai en 2022. On était passé très près de voir la ville tomber aux mains des Russes. La résistance organisée des Ukrainiens avait évité le pire de leur point de vue, évidemment. Et là, on sent que la force de frappe russe est de plus en plus efficace et que la capacité de résistance des Ukrainiens commence à s'user. Alors, est-ce que c'est le fait de ce que l'aide internationale a tardé à venir, que les milliards promis par les Américains a tardé à venir? C'est possible, je pense que c'est beaucoup plus profond. Il y a un épuisement qui est nécessairement lié aussi à la présence des forces, c'est-à-dire que les Russes ont un fond de tiroir beaucoup plus grand, une population de 300 millions d'habitants, alors que l'Ukraine n'a pas ça, et on le sent dans le nombre de soldats qui sont en âge d'aller au front. On a vu que les Ukrainiens commencent à mobiliser les prisonniers. Ils reprochaient aux Russes d'avoir fait ça au début de la guerre, c'est-à-dire d'avoir encouragé les prisonniers à sortir, à avoir une espèce de deal où on leur disait on pourrait commuer votre sentence si vous acceptez de monter au front. C'est comme ça, entre autres, que des forces mercenaires ont été créées et c'était décrié. Aujourd'hui, les Ukrainiens font la même chose parce que des jeunes hommes et des jeunes femmes de 18 à 25, 30, 35 ans, ben c'est pathétique de constater, il y en a de moins en moins. Il y a beaucoup de morts. On ne sait pas exactement combien. Ça reste secret d'État parce que stratégiquement, on veut pas exposer l'ennemi à ce genre d'informations. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont morts que ce qu'on nous rapporte. D'ailleurs, on ne voit jamais les morts, on voit jamais les cercueils. C'est des scènes qui sont complètement proscrites. Les Russes font exactement la même chose. Il y a beaucoup de morts du côté russe aussi. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il y a une population, une démographie qui favorise évidemment la Russie. Et là, ce qui se passe, c'est que le front s'étend et la ligne de front est de plus en plus mince. Et ce que forcent les Russes, par exemple, en attaquant Kharkiv, c'est de déplacer des forces, et particulièrement des forces d'élite ukrainiennes qui sont plus dans le sud, dans le Donbass, de les ramener pour essayer d'empêcher un débordement autour de cette ville. Mais en même temps, ça dégarnit le front dans le sud et les Russes ont les ressources pour avancer là aussi. Et c'est probablement dans ces endroits stratégiques où les Russes ont, disons, vocation à vouloir s'installer plus durablement. Alors, les choses sont en train de bouger. On n'en parle pas beaucoup. Ça risque d'avoir un impact parce que on en a au cours des dernières semaines aussi souvent causé. Il y a le président Macron qui a dit quand arrivera le jour où nous devrons déployer de notre côté des soldats pour supporter peut-être les Ukrainiens, faisant toujours attention de laisser une espèce d'ambiguïté dite stratégique dans ses propos, mais à quel moment nous devrons caler le bluff des Russes et dire on monte au front de notre tour. Alors, en arrière, en réserve, pour former, pour appuyer, pour aider, c'est une des choses qui est évidemment importante, mais je m'excuse, je constate que je ne sais pas si vous m'avez vu ou perdu. Non, t'es toujours là. Stéphane, on t'entend, on te voit très bien. C'est la technologie aujourd'hui combinée. Ce qui s'est passé, c'est que je recevais un appel au même moment où je vous disais tout ça et je vous ai perdu pendant une fraction de seconde. Mes plus plates excuses. Je pensais que tous mes systèmes étaient à off, mais non, ils ne l'étaient pas. Donc, c'est peut-être les Russes, en fait, qui sont en train de m'appeler pour me dire « Attention, à ce que tu dis, mon Snoro. » Ouais, attention. Donc,
je suis en train de dire que il y a un moment de vérité qui pourrait peut-être se présenter, se pointer à l'horizon, alors que les Français, mais aussi les Lituaniens, j'ai vu la première ministre lituanienne la semaine dernière dire, parce que les pays baltes sont aux premières loges, ça fait partie de ces pays qui disent, serions-nous les prochains au menu de la Russie? Alors, au risque de me répéter pour ceux qui nous ont écoutés, je ne pense pas, je peux me tromper évidemment, je ne pense pas que la Pologne ou les pays baltes soient nécessairement dans le collimateur de la Russie. C'est mon opinion. Certains disent le contraire, que je suis donc dans le camp des naïfs, probablement victime de la propagande russe, mais je ne vois pas comment la Russie, après les difficultés qu'ils ont eues depuis 3 ans à remporter la guerre en Ukraine, pourrait penser vraiment réussir et surtout vouloir provoquer une guerre ouverte avec l'OTAN. Je n'y crois pas, mais l'OTAN nous donnera des raisons de savoir si oui ou non je suis dans le champ. Mais ce qui est clair, c'est que la première ministre, alors elle est en campagne au présidentiel, c'est le premier tour, je parle de la Lituanie, comme si les élections en Lituanie nous intéressaient beaucoup au Québec, mais elle, c'est un paradoxe. C'est le président et la première ministre qui étaient les deux principaux adversaires au premier tour. La première ministre qui aspire à devenir présidente n'a pas été couronnée. Il y aura un deuxième tour. Mais est-ce que c'était dans sa rhétorique? Parce que je pense que tout le monde s'entend en Lituanie et dans les pays baltes pour dire qu'il y a une menace, qu'il faut augmenter les dépenses de défense. Il faut se préparer. C'est tout à fait légitime dans un contexte où la Russie peut sembler, sinon est belliqueuse. Mais ces déclarations, en même temps, sont surprenantes parce qu'elle était la première à dire s'il fallait qu'un jour nos forces croisent le fer avec les soldats russes sur le terrain, sur le champ de bataille, ça serait peut-être l'indication de ce qu'on est en train de glisser vers une troisième guerre mondiale. Donc, où est la ligne? On est prêt à envoyer des forces, mais en même temps, on sait que de nous mettre vis-à-vis des soldats russes, c'est inévitablement le dérapage vers quelque chose de plus, je dirais pas dramatique, parce que du point de vue des Ukrainiens, c'est déjà dramatique, mais en tout cas certainement des gens qui vivent dans nos pays de l'OTAN, plus dramatique, parce qu'il y aurait probablement à l'horizon une mobilisation, quelque chose. Ouais. D'ailleurs, j'ai de sérieux doutes quant à notre capacité à faire face à un conflit armé traditionnel. On s'en est rendu compte, on pense qu'on a fait la guerre, je dis on, très peu le Canada, mais un certain nombre de pays, parce qu'on a livré des opérations militaires, par exemple, contre des organisations terroristes. Les Français l'ont fait en Afrique. Mais c'est pas la même chose qu'un conflit plus traditionnel, plus classique. Les Américains, on dira, l'ont fait, puis c'est vrai que c'est probablement une des armées au monde les mieux entraînées parce qu'ils font la guerre régulièrement. Ils l'ont fait en Irak, ils l'ont fait en Afghanistan contre de redoutables adversaires, surtout en Afghanistan. Mais en même temps, c'était pas des opérations militaires classiques. Et ce qu'on constate dans toutes les armées du monde, c'est que des candidats qui lèvent la main pour dire « ça me tente, j'ai envie d'y aller, défendre mon pays, l'orgueil national, j'y crois », il n'y en a pas des tonnes, et il n'y a pas un pays où les forces armées n'ont pas des problèmes de recrutement en temps de paix. Donc, s'il fallait qu'il y ait un recrutement demandé pour aller au front, je ne sais pas comment les choses se présenteraient. Alors, je ferme la parenthèse sur ça en rappelant aussi qu'il y a dans quelques jours, théoriquement, un rendez-vous électoral pour le président Zelensky. Je dis théoriquement, il avait été élu pour 5 ans. C'était au 21 mai que devaient les électeurs ukrainiens retourner aux urnes. Ça ne se fera pas. Le ministre de la Justice ukrainien a d'ores et déjà dit il n'est pas question qu'on se gratte le bobo trop. On ne va pas consulter la Cour constitutionnelle dans les circonstances. On ne veut pas questionner la légitimité du président Zelensky. Mais à la lumière de tout ce que je t'ai dit, de la pression qui va s'exercer, de ce que les Russes, je pense, vont resserrer l'étau. Est-ce qu'il y aura un moment où les Alliés vont dire peut-être que ça prendrait un changement de leadership? La vérité, c'est que dans les capitales, discrètement et moins discrètement, depuis 2 ans déjà, je pense que des gens qui en ont un peu soupé de M. Zelensky, de sa manière de faire, de ses mises en garde répétées en disant si vous nous aidez pas, ça va aller mal. Donc, je pense qu'il y a peut-être dans les capitales européennes et peut-être même aussi à Washington des gens qui questionnent justement sa légitimité. Ça passera pas par les urnes, mais est-ce que devant la pression, il y aura un moment où on va dire peut-être qu'il faudrait essayer de trouver une solution, négocier une solution. À ce jour, le discours de tout le monde est à l'opposé. C'est-à-dire que c'est un jeu où on dit non, on va toujours être capable de renverser la vapeur et créer des circonstances qui seront favorables à ce que l'Ukraine négocie une entente de paix qui lui soit favorable.
je le vois pas à court terme ou à moyen terme les circonstances de ça. Ouais, puis après ça, c'est tellement un conflit qui est complexe, qui est pas prêt d'être terminé, puis avec les enjeux aussi électoraux que tu viens de nommer, là, je veux dire, les États-Unis, pendant leur guerre civile, tenaient des élections. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on continue à tenir des élections. Il y a des précédents quand même à nations attaquées en conflit qui tiennent des élections quand même. Est-ce que c'est légitime à ce moment-là en Ukraine? Je pense que c'est quand même un débat intéressant. Je m'en voudrais, Stéphane, de te laisser sans mettre la table pour un des témoignages vedettes dans le procès de Trump qu'on a beaucoup suivi ensemble. Michael Cohen, l'avocat qui a réalisé le paiement pour M. Trump, qui a depuis là changé sa chemise de bord, puis qui dénonce M. Trump, qui va être au procès. Ça aussi, ça pourrait faire des flamèches. Je pense pas que c'est juste la chemise de bord qui a changé, les bobettes. Le veston, les bobettes, ouais. Oui, il a retourné sa veste, il n'y a aucun doute. Peut-être pour de bonnes raisons, peut-être parce que moralement, éthiquement, il a l'impression que c'est la bonne chose à faire. Je pense qu'il est difficile de réconcilier dans la même phrase le mot éthique et le nom de Michael Cohen. C'est ce que certains des témoins qui ont été appelés par les avocats qui en ce moment sont à la manœuvre contre M. Trump, qui ont appelé, par exemple, une ancienne adjointe de M. Trump. C'est une des choses qu'elle a dites, que l'éthique et Cohen, ça fonctionnait pas ensemble très, très bien. C'était une des audaces, d'ailleurs, aujourd'hui, de l'État qui appelle à témoigner Michael Cohen, apparemment, pour venir enfoncer le dernier clou. C'est une semaine vraie, importante, parce que c'est peut-être la dernière semaine du procès, peut-être que les procureurs vont décider de mettre un terme à l'opération et de faire leur plaidoirie finale pour essayer d'expliquer finalement, parce que c'est un des enjeux, ce qu'on reproche à M. Trump, parce qu'on a souvent eu ces discussions et personne n'arrivera, je dirais, à se faire à cette idée. Mais le crime qui est vraiment reproché à M. Trump est encore difficile à cerner. C'est d'avoir violé la loi fédérale sur le financement des élections. Alors, il y a un problème de juridiction parce que c'est pas dans une cour fédérale que ça se passe, c'est dans une cour d'État à New York, Manhattan, et c'est le procureur du Southern District of New York qui instruit l'affaire, Alvin Bragg. Donc, problème de juridiction potentielle. C'est l'intention qu'a eu, on revient toujours là-dessus, M. Trump de maquiller une transaction sciemment, sachant qu'il allait violer la loi électorale, parce que c'est peut-être une des possibilités, ou, et c'est encore plus abscon, c'est l'intention qu'il avait d'avoir un impact sur les élections, sur le cours des élections, en choisissant de faire taire Stormy Daniels. Le témoignage de Stormy Daniels nous a permis, sans l'ombre d'un doute, d'imaginer ce qu'a été leur relation sexuelle. Ça nous a permis de nous conforter dans l'idée qu'il y a peut-être eu quelque chose. Lui continue à contester, je parle de M. Trump, cette relation sexuelle, estime qu'il a acheté son silence, mais pas parce qu'il y avait quelque chose à se reprocher, parce que c'était probablement embarrassant. Donc, moi, je pense qu'il n'y a aucun doute qu'il s'est passé quelque chose. Le témoignage le dit bien, même si elle a, dans la substance, changé souvent, ce témoignage, je parle pas la semaine dernière, mais sur le temps, sur la durée, depuis quelques années. Donc, la démonstration de ce qu'il y a eu un paiement, pas de problème, qu'il y a eu une relation, pas de problème. Quel est le crime? Voilà où on en est. Est-ce que Michael Cohen pourra cette semaine dire, moi je sais ce que voulait vraiment mon patron à l'époque, c'est qu'il voulait violer la loi électorale. C'est pour ça qu'on a mis dépenses légales, parce que Donald Trump savait pertinemment que c'était une dépense électorale et qu'il allait violer cette loi qui lui interdisait ou interdisait à ses entreprises d'acheter le silence en maquillant les chiffres. Problème dans un cas comme celui-là, c'est que si c'est sa parole, ben c'est une parole qui a été, je dirais, beaucoup questionnée, dont la crédibilité peut être remise en question. Et Donald Trump ne pourra pas aller contester. Parce que les conditions qui ont été balisées par le juge Merchant, font en sorte que les avocats de M. Bragg en cours auraient une latitude pour le questionner, mais qui le ramènerait presque à son enfance en disant « Mais est-ce que c'est pas vrai que vous abusiez de vos poupées quand vous étiez jeune? » On s'entend, je suis ironique ici, parce que je doute que Papa Trump ait donné à son fils des poupées pour en faire un enfant parfaitement fluide. Donc, je pense que ça s'est pas passé comme ça. Mais c'est d'ailleurs ce qui fait que peut-être il sera assez facile, s'il était condamné, à ses avocats, d'aller en appel, parce qu'on pourra faire la démonstration que les conditions pour son témoignage
objectifs pour qu'ils puissent se défendre ont été violés, comme on l'a fait avec M. Weinstein, qui n'a pas témoigné, Weinstein, le très fameux ex-producteur, Monsieur MeToo, qui aujourd'hui a obtenu à New York d'aller en appel. Et un des éléments qui a été mis de l'avant par les avocats et qui a été entendu par le plus haut tribunal de l'État de New York, c'est que les conditions pour qu'il témoigne à son procès, qu'il puisse raconter sa version des faits, ne lui avaient pas été données, que le seul conseil que pouvaient lui faire ses avocats, c'était de ne pas témoigner. Aujourd'hui, les avocats de M. Trump pourraient dire, c'est la même chose. Le juge a créé des conditions où il est impossible pour M. Trump de témoigner de manière équitable. On verra ce que, éventuellement, un tribunal en appel va dire, mais à court terme, ça sera donc la parole de M. Cohen sur les intentions de Donald Trump et le silence de M. Trump, parce que je ne pense pas qu'il va témoigner. Et pour le reste, c'est ce qu'on saura quand la plaidoirie finale va se faire, mais quel est vraiment le crime qui est reproché à M. Trump? Je fais bien attention, je le répète, et on se laisse là-dessus. C'est pas ici de dire que Trump est un enfant de cœur ou que en tout il est au-dessus de tout soupçon. Je pense que là aussi la démonstration a été faite que c'est ni un enfant de cœur et qu'il peut aussi jouer entre les lignes allègrement. Mais c'est le type de précédents qui vont être faits au nom du danger qu'il représente. Jusqu'à quel point la justice veut aménager des espaces pour être créative, parce que c'est le personnage Trump. Et il y a beaucoup de professeurs de droit, de spécialistes qui disent, moi, personnellement, je ne l'aime pas, je le déteste, mais on est en train de faire de la justice créative qui pourrait laisser des traces indélébiles. Par exemple, est-ce que maintenant, des cours d'État pourront instruire des affaires fédérales? Est-ce que l'enjeu de la juridiction ne sera plus un problème parce qu'on aura peut-être fait la démonstration qu'on peut reconnaître coupable dans une cour à New York quelqu'un d'avoir enfreint une loi fédérale. C'est un précédent. C'est jamais arrivé avant. Mais en même temps, M. Trump est l'homme de tous les précédents. Alors, bonne semaine à notre antenne parce que ça va être, je pense, intéressant. La vedette de TikTok, Michael Cohen, VS versus Donald Trump dans le ring. Je fais le pari d'ores et déjà qu'on va l'entendre marmonner très fort. What the f... par exemple. Et là, le juge va dire, Donald, coucouche cabane. C'est tellement de l'inédit ce qu'on vit en ce moment, mais c'est un plaisir de pouvoir le couvrir et l'analyser avec toi. Stéphane Bureau, gros merci. Bonne semaine.